Le 5 mai 1988, l'armée française donne l'assaut de la grotte d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie où des preneurs d'otages retenaient des gendarmes français. Un épisode qui est toujours présent dans les consciences et que j'ai eu l'idée de réaborder suite au référendum qui a eu lieu récemment, mais qui a suscité et qui suscite encore aujourd'hui chez certaines personnes de nombreuses polémiques qui, comme toujours, mettent l'armée en cause. Retour donc sur une page de notre histoire récente, je crois que c'est l'épisode le plus récent historiquement que j'ai jamais eu à traiter dans la petite histoire. Une page d'histoire récente qui mérite d'être éclaircie et vite. Très rapidement, la Nouvelle-Calédonie, territoire français du Pacifique, on y est depuis le 24 septembre 1853, officiellement en tout cas, lorsque le contre-amiral Février des Pointes va prendre possession de cette île au nom de l'empereur Napoléon III. L'histoire de la France en Nouvelle-Calédonie a été marquée de plusieurs épisodes de révolte des Kanaks, c'est-à-dire les autochtones, puisqu'il y avait de plus en plus de Français et même d'Européens qui venaient s'installer sur leur île. Il y a eu des révoltes à la fin du 19e siècle, il y en a eu une très grosse en 1917, et là les choses ont recommencé à empirer dans les années 80 avec, en 1984, la formation d'un mouvement indépendantiste kanak, le FLNKS, Front National de Libération Kanak et Socialiste. Oui, ça me fait rire, socialiste. Que veulent les Kanaks? Eh bien tout simplement, ils veulent prendre leur revanche sur ce qu'on appelle les Caldoches, c'est-à-dire les Européens qui sont nés sur place et qui, disent-ils, leur ont pris leurs terres. Et comme ils constituent désormais la majorité de la population, électoralement, c'est pas facile pour les Kanaks, donc il y a beaucoup de montées en tension et de revendications dans les années 80. Le FLNKS commence à se faire entendre, violemment aussi. Il y a aussi quelques répliques. Par exemple, le 5 décembre 84, il y a 10 indépendantistes qui sont tués. Et en janvier 1985, il y a le leader indépendantiste du FLNKS, Éloi Machoro, qui est abattu par un tireur d'élite du GIGN. En 1986, François Mitterrand est président, mais la France se donne un gouvernement de droite, entre grosses guillemets, avec Jacques Chirac. Et Jacques Chirac va décider avec son gouvernement de prononcer son appui justement aux Caldoches, et avec son ministre des départements et des territoires d'outre-mer, Bernard Ponce, ils vont concocter un nouveau statut pour l'île, ce qui ne va pas plaire au FLNKS. Pour faire taire toutes ces revendications, va être décidée la mise en place d'un référendum, ou plutôt d'une consultation, qui aura lieu le 13 septembre 1987. Malgré l'appel au boycott du FLNKS, la participation est de près de 60%. Et le résultat, la question était, voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie prenne son indépendance? Le résultat, c'est non à 98,3%. Alors forcément, le FLNKS n'est absolument pas content, et à partir de là, il y a d'autres méthodes bien plus violentes qui vont se mettre en place, et en plus, 1988, c'est l'élection présidentielle. Mitterrand est opposé à son Premier ministre Jacques Chirac, mais au même moment, en Nouvelle-Calédonie, c'est aussi les élections régionales qui instaurent un nouveau statut pour le territoire dont on a parlé. Et là, le FLNKS n'est pas du tout content. Le FLNKS va donc appeler un boycott massif des élections, il va faire part de ses revendications, et donc un contingent supplémentaire de militaires et de gendarmes va être envoyé sur place pour maintenir l'ordre. Voilà la situation juste avant la prise d'otage qui va avoir lieu dans la grotte d'Ouvéa, et c'est ce dont nous allons parler dans cet épisode. La prise d'otage a lieu le vendredi 22 avril 1988 au matin à Fayaoué, sur l'île d'Ouvéa. Je vous mets une petite carte pour que vous puissiez situer l'île d'Ouvéa. 2 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, des indépendantistes kanaks et des membres du FLNKS vont attaquer la gendarmerie de Fayaoué. Il y avait 3 gendarmes permanents sur place, mais ils avaient reçu le renfort de 28 gendarmes mobiles parce qu'on savait qu'il y allait avoir des troubles. Les Kanaks et les indépendantistes pénètrent dans la gendarmerie et là, 4 gendarmes sont tués. Jacques Chirac va annoncer que les gendarmes ont été massacrés à l'arme blanche. Je cite, là il y a une petite controverse là-dessus. L'autopsie va montrer qu'ils n'ont pas été tués à l'arme blanche, mais par balle. Mais il y a quand même la famille, par exemple, de l'adjudant-chef Mouillet,
qui va conclure qu'ils ont bien été massacrés à l'arme blanche et qu'on fait ça un peu pour cacher la réalité. On sait aussi qu'il y en a 2 d'entre eux, des gendarmes, qui étaient désarmés et qui ont été abattus dans le dos. Un troisième, le lieutenant Jean Florentin, lui, on le sait de source sûre, il a été abattu d'un coup de tamioc, c'est la hache en usage chez les Mélanésiens. Donc 4 morts chez les gendarmes, tués par les indépendantistes. Les 27 autres gendarmes qui restaient vont être désarmés, pris en otage et ils vont être séparés en 2 groupes. Pour retrouver les gendarmes, on mobilise donc tous les escadrons de gendarmerie et de Paris, on envoie des renforts, du lourd, on envoie le RPI-MAP, le régiment d'infanterie de marine du Pacifique, on envoie le 11e choc, le GIGN, des fusiliers marins et même une équipe de lance-flammes. Et oui, qui dit grotte dit lance-flammes, c'est logique. L'île d'Ouvéa va être bouclée, déclarée zone militaire et interdite aux journalistes. Ça, c'est la petite note positive de cet épisode. La grotte va être finalement repérée le 27 avril, après, nous dit-on, des interrogatoires musclés sur les habitants de la tribu de Gonassa. On nous dit que des enfants ont été attachés à des poteaux, maltraités par des militaires. Bon bref, pourquoi pas. En tout cas, ça a permis de trouver la grotte et de localiser les gendarmes qui étaient retenus en otage et menacés de mort. Donc là, c'est encore le même débat que la torture en Algérie, quoi. Le capitaine Philippe Legorjus du GIGN va essayer de parlementer avec les preneurs d'otages, mais ça ne passe pas. D'ailleurs, il est lui-même retenu en otage avec 6 de ses hommes, et à partir de là, la situation s'enlise, d'autant que le FLNKS ne veut absolument pas communiquer avec les preneurs d'otages pour leur dire de se calmer, parce qu'ils se désolidarisent d'eux après le meurtre des 4 gendarmes. Enfin voilà, la situation et la situation politique est très tendue. Depuis Paris, la crise est gérée directement par Matignon, donc par Jacques Chirac, le Premier ministre, par Bernard Pons, le ministre d'Outre-mer, en lien avec le général Vidal qui monte une opération d'assaut dans la grotte. De son côté, François Mitterrand, le président, ce qu'il veut, c'est une conciliation, alors que Chirac veut un coup de force juste avant les élections. Le 3 mai, on informe Mitterrand que les conditions sont réunies pour qu'une opération militaire soit déclenchée. Les conditions, c'est-à-dire la population, la météo, enfin tout est bon. Donc Mitterrand donne son accord, son feu vert, et l'assaut doit avoir lieu dans la soirée du 3 mai, heure de Paris, et donc à l'aube du 4 mai, selon l'heure de la Nouvelle-Calédonie. Sauf que quelques heures plus tard, subitement, l'opération est annulée, la communication se rompt entre l'Élysée et Matignon, et on apprend à la surprise générale que d'autres otages qui n'ont rien à voir avec cette affaire-là sont libérés. C'est les 3 derniers otages français du Liban. Ils sont libérés ce jour-là et Chirac les accueille en grande pompe. En gros, Chirac aurait fait patienter l'opération pour pouvoir recevoir ces otages-là et se faire un petit coup de com' politique, parce que dans la tête de ces gens-là, tout ce qui compte, c'est les élections. L'opération Victor, puisqu'elle s'appelle ainsi, est finalement déclenchée à 21h15, heure de Paris, et à 6h15, le 5 mai, heure d'Ouvéa. Des hélicoptères font diversion afin que les commandos puissent s'approcher de la grotte qui est solidement défendue par les indépendantistes kanaks qui ont mis des barrages à l'entrée, qui sont armés avec les armes des gendarmes et leurs propres armes. 75 hommes de la gendarmerie et de l'armée prennent part à cet assaut. Le premier assaut dure 1 heure et il est meurtrier des 2 côtés. 12 indépendantistes sont tués et du côté du 11e choc, 2 hommes sont à terre. Le deuxième assaut a lieu à 12h30. Là, il y a un tir de lance-flamme qui fait reculer les preneurs d'otages. Ensuite, on jette des chapelets de grenades, des bombes lacrymogènes. Finalement, les otages vont réussir à s'échapper par une cheminée latérale. Et Alphonse Dagnoux, le leader de la prise d'otages, avec son dernier carré, va finalement accepter de se rendre, acculé au fond de la grotte. Au final, c'est un succès. Bon, il y a eu 2 hommes tués du côté du 11e choc, mais tous les otages gendarmes qui étaient retenus en otage sont libérés. Malgré tout, c'est là que les polémiques vont commencer. Du côté du FLNKS et du côté de certains partis de gauche et communistes français, eh bien, on va dénoncer, je cite, des exécutions sommaires. On va accuser les militaires déjà d'avoir maltraité la population de la tribu voisine et d'avoir exécuté sommairement des preneurs d'otages qui étaient en train de se rendre, d'avoir achevé un blessé et même d'avoir laissé mourir le chef des preneurs d'otages
Alphonse Dianou, qui était sévèrement blessé. On va aussi remarquer chez les légistes qu'il y a un nombre anormalement élevé de victimes. 12 sur 19 ont été tués d'une balle dans la tête. Voilà, c'est ça qui va permettre au FLNKS et à la gauche d'appuyer cette version que va toujours nier l'armée et les autorités militaires. Regardez par exemple cette déclaration du chef du mouvement indépendantiste Libération Kanak Socialiste, je cite: « Ceux qu'on appelle les ravisseurs avaient déjà libéré 10 gendarmes et attendaient que la situation politique se clarifie avant de négocier. » Bah oui mon gars, ils avaient déjà libéré 10 gendarmes, mais ils en avaient déjà tué 4 et ils en retenaient en otage plus d'une vingtaine, donc t'es bien gentil mon grand. Finalement, on reproche quoi à la France et à l'armée? Premièrement, le traitement des villageois, mais ça c'est le même débat qu'en Algérie. Ok, il y a peut-être eu des villageois qui ont été un peu brusqués, mais on a eu des infos et on a pu libérer les gendarmes. Deuxièmement, on reproche les magouilles politiques de Chirac, Mitterrand, etc. parce que c'était quand même avant les élections. Ça, on est d'accord. Hein. Moi, je suis pas là pour défendre Chirac, je suis là pour défendre la France. Et je suis pas là non plus pour défendre ceux qui prétendent défendre la France, mais qui combattent en réalité pour leur propre intérêt électoral. Merci la République. Et enfin, troisièmement, les exécutions sommaires après la prise d'otage. Ça reste à prouver, mais quand bien même, c'était un combat, bordel. Vous savez, dans un combat, d'un côté, il y a des gens avec des armes, et de l'autre, il y a des gens avec des armes, et on se tire dessus, en fait. On veut se tuer, c'est ça? On se tire dessus, on se cache, on essaye de sauver sa vie, on voit ses camarades blessés ou ses camarades tués, et puis ensuite, on a des mecs qui, depuis des bureaux à Paris, te disent « c'est pas bien ». C'est pas propre. Eh ben non, c'est pas propre, hein, mais c'est comme ça, t'y étais pas, toi. Bon, je m'énerve là, je me calme. Quoi, Kassovitz? Ah non, pas Kassovitz, j'ai dit que je devais me calmer. Oui, parce que Mathieu Kassovitz, hein, il est toujours dans les coups quand il s'agit de cracher sur la France. Et bien, figurez-vous qu'il a fait un film, hein, un film très partial sur ce sujet. Mais moi, j'aurais même pas besoin de m'énerver finalement, parce que vu le bide qu'a fait son film, je pense que tout le monde l'a oublié. Et du coup, inutile d'en parler. Enfin bref, voilà comment s'est terminée la prise d'otage et ensuite l'assaut de la grotte d'Ouvéa. 2 jours plus tard, 2 jours après l'assaut, François Mitterrand a été réélu président de la République. Il a nommé Michel Rocard en tant que Premier ministre et Rocard a mis en place une sorte de mission de dialogue avec les Kanaks, le FLNKS, qui a abouti aux accords de Matignon le 26 juin 1988. Donc en gros, c'était une amnistie générale pour le FLNKS, pour les militaires qui auraient pu commettre des choses, on en a déjà parlé. Et enfin, c'était un nouveau partage du territoire de la Nouvelle-Calédonie avec 3 régions, dont 2 ont été données aux Kanaks. Et puis le dernier épisode en date de cette histoire, même si c'est pas forcément lié, c'est le référendum qui a eu lieu récemment, qui consistait à demander, enfin c'était une consultation, hein, on demandait aux Calédoniens s'ils voulaient se séparer de la France, et la réponse, encore une fois, a été non, à plus de 57%. De toute façon, moi, les référendums, hein, ils auraient pu dire oui à l'indépendance à 99,9%, que ça aurait absolument rien changé pour moi. Hein. Grâce à la Nouvelle-Calédonie, depuis 1853, on est bien installé, militairement en plus, dans le Pacifique, et on n'a pas l'intention de bouger. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode, sur une histoire un peu plus récente, vous a plu. C'est toujours plus compliqué à gérer les histoires récentes, parce qu'il y a plein de magouilles politiques. Hein. Avant, c'était la France fait ci, la France fait ça. Maintenant, c'est la France, mais il y a Mitterrand, il y a Chirac, il y a Ponce, il y a le ministère, il y a machin. Ça, c'est la complexité bureaucratique actuelle. C'est pour ça que je traite peu d'histoires récentes, mais j'espère quand même que ça vous a intéressé. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode d'histoire, je pense, un peu plus cool. Hein. Allez, à mardi.